So I would like to start showing some clips of Nadia Salfani film Laïcité, Inshallah. We are choosing this film because it's dealing with some key questions of the situation in the Arab regions. It deals with the meaning of religion and deals with the need of having a separation between state and religion. It's, I think, an important statement about the ambiguity of the situation in the Arab world. So we can start with the first one. Les mecs qui rentrent dans les sex shops, genre ils l'ont pas fait exprès, tu vois, ils marchent normalement et vous y rentrez. Et après quand ils sortent, ils font pareil, tu sais. عايشك avec un verre d'eau. Voilà, اعطيني سيتروناد، اعطيني سيتروناد. حضر باش. شنو موسي شنو؟ موسي هذا تفطر بدري. لا ماناش قاعدين نصوروا في العباد. هاي قال لك صور صور فيا انا. لا لا صورتنا احنا غاديك عايش اختي. صورتني. نحيها لها الكاسات نقول لك. باهي داكور سكر عايش اختي سكر. علاش تصور؟ وعلاش لا؟ مش ليغال قانون تونسي ماهوش ممنوع تفطر وقت رمضان. لا ممنوع لا في الدين هذيك حاجه اخرى. الدين حاجه والدوله حاجه. الدين حاجه والدوله حاجه. الدستور الاول القانون الاول الدستور شو يقول؟ تونس اللغات العربيه الدين نتاعها الاسلام. الدين نتاعها الاسلام. اما ما قالكش انت بالسيف تطبع الدين. فهمتني؟ وي خويا هذيك الحريه هذيك الحريه. الحريه كل واحد يخمم كما يحب. Je veux juste apporter une précision, c'est que l'extrait que vous venez de voir, c'est pendant le mois de Ramadan. Et en Tunisie, on a ce qu'on appelle des pratiques laïques, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de ceux qui ne faisaient pas Ramadan de manger et de boire aux yeux et au su de tout le monde. Et sous Ben Ali, il y a eu une instauration d'un espèce de rituel pour lequel malheureusement on ne s'est jamais offusqué, nous les démocrates et les laïcs. C'est-à-dire qu'ils cachaient les devantures des cafés par du papier ou des rideaux, et ce qui fait que moi j'ai tourné cette séquence encore pendant la dictature, en août 2010, parce que j'étais parti faire ce film avant la Révolution, et donc à un moment donné je décide de rentrer dans un café pour montrer ce qui se passe à l'intérieur de ce café. Alors on m'a reproché de montrer les gens qui ne voulaient pas se montrer, mais j'ai rétorqué qu'en tant que cinéaste, je ne peux pas raconter les choses si je ne les montre pas. Parce qu'au cinéma, si vous dites derrière cette devanture cachée par du papier journal, il y a des gens qui boivent et qui fument, on peut vous croire ou ne pas vous croire. Mais si je rentre avec ma caméra, bien sûr, on le voit, quoi. So I would like to start now with the second clip, which is about the power of the Islamists in the most popular boroughs in Tunis. Quand je suis partie à Tadam, bien avant la chute de Ben Ali, c'était affreux, les jeunes qui voulaient que... eux, ils voulaient... Moi, je suis partie avec une équipe de journalistes et eux, ils parlaient d'islamisme et qu'il fallait être un pays musulman. Voilà. Et tu penses que dans les quartiers populaires, le discours islamiste, il passe? Ouais. Et on s'en rend pas compte? Ouais, il passe énormément. Hein. Pourtant, regarde, dans l'intérieur du pays, quand la révolte a commencé, ce n'est pas les islamistes qui tenaient le haut du pavé. Eux, mais maintenant, moi, en tout cas, quand je suis partie de Tadam, c'était ça. Il y avait un discours islamiste qui est bien propagé. We know that the Islamists didn't win the elections in Tunisia, but the question is, why are they so extremely strong in the most popular boroughs? Why there is such a strong link between the population and the Islamists? Je crois que la violence, c'est l'arme des faibles, justement. Et je pense qu'ils prouvent leur faiblesse en étant violents, c'est-à-dire qu'ils utilisent exactement les mêmes armes que la dictature. Ils veulent faire taire
toute idée contraire aux leurs, parce qu'ils n'ont pas d'arguments à opposer à des discours rationnels sur le projet de société que nous avons. Donc ils essayent de s'imposer par la force et en plus d'avoir un discours qui est relayé par Ennahda, parce que bien sûr on parle toujours des salafistes en disant ce sont eux qui sont violents et qui sont dangereux, mais on oublie que ceux qu'on appelle islamistes modérés en Europe, et moi je réfute totalement ce terme, sont des gens qui ont le même projet de société qu'eux, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre la religion au-dessus de tout. Or, moi, je suis profondément attaché au système républicain et je pense que la République est au-dessus de tout. C'est-à-dire que la République, ses lois s'adressent à tout le monde et la religion, ses lois s'adressent à qui le veut. Et c'est ça que les islamistes ne veulent pas comprendre aujourd'hui. Et ils veulent absolument dire aux Tunisiens que les gens qui sont républicains et pro-laïcs sont des gens qui veulent enlever l'identité musulmane de la Tunisie. Mais une identité, ça ne s'enlève pas par un système politique. On l'a vu par le passé dans tous les pays socialistes. Rien ne peut s'enlever par la force. Quand quelqu'un a décidé de croire en Dieu, personne ne peut lui faire changer d'avis dans son fort intérieur. En revanche, un système politique est un système choisi par tous, c'est différent. Personne n'empêche les gens d'avoir la foi. La foi est quelque chose qui est personnel et que n'importe qui peut décider d'avoir. Ça marche parce que c'est un discours magique et ça passe dans toutes les sociétés. Quand on parle de la foi, de la croyance, on n'est pas dans le discours rationnel, discours pragmatique. On est dans la croyance. Donc, il joue sur tous les tableaux du l'irrationnel. Alors, évidemment, quelqu'un qui a la foi, c'est son droit le plus absolu, mais que cette foi soit exploitée pour une idéologie à base religieuse, mais qui est une idéologie totalitaire, ça, on ne peut rien contre ça. La seule chose, c'est que la lutte contre l'irrationnel s'avère très difficile parce que la rationalité du discours de la personne laïque, il est plus difficile à faire passer que le discours irrationnel. Il est plus facile de mentir au peuple que de lui dire la vérité. Il est plus facile de le pousser vers la haine que de le pousser vers l'amour. Ce sont des choses que l'histoire de l'humanité a toujours vues. Et c'est au nom des religions que des guerres ont eu lieu, que des excommuniations ont eu lieu, que les inquisitions ont eu lieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une modernité inquiète, une modernité menacée. Et cette menace vient de ce discours irrationnel. En même temps que l'époque est dans l'explosion de la rationalité technologique. Donc on est dans une situation assez étrange par laquelle l'Europe est passée au Moyen-Âge, mais que nous connaissons actuellement. C'est notre Moyen-Âge à nous, puisque l'islam a 15 siècles, pas plus d'âge. Donc nous sommes dans cette étape-là, et forcément, les luttes sont inégales. I'm sorry, but I totally disagree with this view of modernity versus, rationality versus irrationality. I completely disagree with this view. I think this is a wrong polarization of what is actually going on. Actually, I rather adhere to the view, and I think it's more viable as tools of analysis if we think of the whole development rather in postmodern ways. That means, countries like Egypt, for example, they have actually 3 different ages within one country. You have the postmodern, very globalized youth, and then you have an uneducated strata of people who may still be in their middle ages, whatever that means, and then you have you have a base of technocrats who actually believe in modernity and want to apply this kind of modernity by any means, even by militant means.
What the problem is actually with Islamists is a completely different one. It's not a problem of the Middle Ages. This kind of polarization leads nowhere. The Islamists are a globalized, modern force. It's a very modern ideology. It has nothing to do with the Prophet Muhammad. Of course, they advertise themselves as being, linked to the past, but this is just the ideology, whereas in fact they are very modern. And even if you look now at the clothing, at the symbols, at the whole ideology, you will find that, Islamists in Malaysia and in Indonesia, they have the same discourse and they, the same dress code as in Turkey or in Morocco or in Egypt or even in Nigeria. We have to stop in polarizing things that way, but rather to see the diverse picture of of all these kind of power schemes that are involved in this development. And part of what has the reason why we are dealing with Islamists is, this globalized ideological force is, of course, colonialism and the whole history of colonialism and nationalism. And we have to be very clear about this. Europe, for example, went through these stages of, starting with first, industrialization, then nationalism, very fierce nationalism, and then fascism. And for me, if I look at the picture of what, the kind of ideology that Islamists have, it is actually we are approaching now, after we have, been in our nationalist phase, after decolonization, we are now approaching our fascist phase, where, the policy is that of an exclusion and that of a totalitarian ideology. And this is actually the picture that I think is more, accurate to what is currently going on in the Arab world. And the problem of the revolution is, of course, that it has, now given space to this power, and we will see, to which extent the forces on the ground, the liberals, will be able to prevent this fascism from getting roots, or if we still have to go through the same tragedy like European countries, like for example Italy and Germany, etc. Je suis en accord avec vous là-dessus, sauf que j'ai utilisé le mot Moyen-Âge, mais pas dans le sens, bien sûr, d'une régression, mais me disant que si on devait comparer l'évolution historique de l'Europe et celle du monde arabe, il y a des étapes par lesquelles nous sommes en train de passer. Il est évident que le colonialisme, c'est vrai, et le nationalisme n'ont pas arrangé les choses. Et puis, ces pays, aussi bien la Tunisie que l'Égypte, ont connu une époque laïque. Du temps des officiers de Nasser en Égypte ou de Bourguiba, il y avait une laïcité de fait. Elle n'était pas annoncée publiquement, mais la laïcité faisait que les gens pratiquaient leur religion tranquille. Il n'y avait pas l'intervention de la religion dans la vie quotidienne. Et puis, par ailleurs, malheureusement, sur le plan politique, c'était des dictateurs comme Nasser, qui était un bon nationaliste, mais qui a quand même mis en prison tous les opposants. Donc, on a toujours eu une situation mauvaise pour le peuple, que ce soit à l'époque des nationalistes ou aujourd'hui où la religion se met dans le combat politique. Just a very short remark is that, the secularism was actually a secularism of the elite. It was not the secularism of the poor people, because actually the poor people never lived that schism between religion and, and ideology, or the state and religion. And we have today, in trying, I'm involved in a campaign, in a democratization campaign, and one of the arguments that some of the Muslim
theoretical or analysts use is that actually the schism between religion and state is a European understanding. It's not an Islamic one, because Islam never knew, a kind of Islamic state in the Middle Ages, whereas Europe knew, a religious state, which was, imposed by the Pope, and this kind of battle between the Pope and the King is part of the European history, whereas the Islamic world never had that, and therefore, actually, in their own, in the daily life of the poor people, or and historically also speaking, this is not a problem of the Muslim world. It is an imposed one that was actually imported during colonialism, and this is why I say, that actually secularism is also an imposed one, and the kind of, like for example in Turkey with Atatürk, it's a completely, enforced secularism, and now of course with the globalization it has become a part of the modern discourse within, the modern states, but actually it has not the same roots and not the same meaning as in Europe. Ouais, moi je voudrais rappeler que c'est quand même un fantasme, cette histoire de Ummah Islamiyya qui serait la même dans le monde. L'idéologie islamiste est aujourd'hui internationaliste, oui, parce que malheureusement il n'y a plus beaucoup de gens internationalistes, même à gauche, et ça c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler. Mais l'islam vécu en Indonésie et l'islam vécu au Maghreb, ça n'a rien à voir. L'islam vécu à Dakar n'a rien à voir. Donc on voit bien que c'est un fantasme absolu au niveau religieux. Moi je ne le suis pas, mais je le vois dans les pratiques. Comment les Tunisiens pratiquaient la religion, ou plutôt ne la pratiquaient pas d'ailleurs, parce qu'il faut dire qu'en Tunisie, à part le ramadan, qui est quelque chose qui est beaucoup plus une tradition qu'une pratique religieuse, finalement, les gens ne priaient pas 5 fois par jour. Or, aujourd'hui, dans l'Assemblée constituante, il y a des gens de Nahda qui ont fait voter que dans l'Assemblée constituante, on s'arrête 5 fois par jour pour que ces messieurs-dames puissent aller prier. Donc c'est ça que je réfute, moi, aujourd'hui. C'est que la religion gère le quotidien des gens, gère la façon de faire de la politique, gère, etc. La religion est quelque chose de personnel que chacun a le droit de vivre ou de ne pas vivre. Ça, c'est un point. Mais pour revenir à cette histoire de laïcité imposée par l'Occident, je pense qu'il faut absolument refuser cette façon d'analyser les choses, parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que le mouvement indépendantiste, au moment de la colonisation, il était importé par l'Occident, qui lui-même était colonisateur. Donc parfois, heureusement que l'Occident nous a apporté ce genre d'idées. Moi, je suis heureuse d'avoir eu un père qui a cru aux Lumières et qui s'est engagé dans le communisme et qui s'est engagé pour l'indépendance de la Tunisie. Et heureusement que nous avons eu Bourguiba qui a gagné l'indépendance de la Tunisie et qui a imposé, oui, il a imposé le code du statut personnel, qui a donné des droits aux femmes en Tunisie, qui font qu'aujourd'hui, même les femmes islamistes refusent de retourner en arrière par rapport à ces droits, qui sont pourtant des droits qui théoriquement vont contre ce que prône l'islam. Donc vous voyez, parfois, heureusement que les élites prennent des décisions qui sont plus en avance que la mentalité de leur peuple. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, justement, ce qu'il faut dire aux musulmans du monde entier, c'est que oui, il y a un pays laïque musulman, c'est la Turquie, et qu'il n'a pas empêché la démocratie de s'exercer quand le peuple a décidé qu'il fallait voter pour un parti islamiste, il l'a fait, et aujourd'hui, la société civile turque, elle réagit. Il y a les pro-laïcs et les anti-laïcs, il y a des débats, mais il n'empêche que la preuve qu'on n'enlève pas une identité musulmane avec la laïcité, c'est bel et bien la Turquie, qui est un pays de 80 millions d'habitants.